Bonjour à tous. Alors on poursuit notre étude des librairies d'interface graphique PySite6 et Qt, et on va maintenant s'intéresser à un sujet qui, je le sais, est attendu de pied ferme, à savoir le générateur d'interface graphique. Effectivement, quand on avait installé Qt, je vous rappelle, vous retrouvez sur mon site toutes les vidéos précédentes. Regardez, là je suis sur cours.fr, et puis vous pouvez retourner ici au niveau de la section Python. Et puis ici au niveau du tutoriel sur PySite6 et Qt. Et donc vous retrouverez ici les différentes étapes qu'on avait pu gérer précédemment, et notamment l'installation de la librairie. Vous vous rappelez certainement, on avait créé un virtual environment, et dans ce virtual environment, on avait installé la librairie en faisant un pip install PySite6. Et quand on a fait ça, on a installé le logiciel, les librairies d'interface graphique, mais on a aussi installé des librairies, c'est-à-dire outre ce qu'on retrouve ici dans les dossiers lib, d'accord, on est aussi venu greffer des choses à ce niveau-là, et à savoir des exécutables. C'est le cas aussi bien sur Linux que Windows, il n'y a aucune différence. Et là-dedans, il y a différents outils qui vont nous être utiles, et en tout cas pour aujourd'hui, il y en a deux qui vont m'intéresser. Il y a le PySite6 Designer, plus connu sous le doux nom de Qt Designer, et puis il y a ce petit programme-là aussi qu'on utilisera à la fin de la vidéo. Alors vous allez voir, cette vidéo elle va durer un petit moment parce que il faut que j'explique pas mal de choses pour pouvoir être opérationnel, mais vous allez voir, c'est assez simple, et une fois qu'on a compris, on va très vite pour mettre en œuvre nos librairies d'interface graphique. Donc du coup, on est parti, et donc je vous invite tous à démarrer le fameux Qt Designer. Si jamais vous n'avez pas encore installé Qt, comme je l'ai dit tout à l'heure, retournez sur mon site, suivez les procédures d'installation, vous mettez la vidéo en pause, et puis vous revenez une fois que vous êtes prêt. Allez. Du coup, moi, je démarre. Donc voici notre outil. Donc dans la barre de titre ici, on a bien le Qt Designer, donc c'est l'outil qu'on va utiliser. Quand vous l'ouvrez, cet outil, il y a une première fenêtre qui apparaît, et cette fenêtre vous permet de choisir différents modèles de fenêtres que vous allez pouvoir définir. Alors on peut partir sur différents types de fenêtres, mais on a aussi directement un assistant QWidget pour faire juste une partie, un composant réutilisable, pourquoi pas, qu'on voudrait définir avec le générateur. Bon, nous on va rester sur une bonne vieille instance de QMainWindow, et donc je vais prendre l'assistant MainWindow. À partir de là, une fois que vous l'avez sélectionné, vous cliquez sur Créer, et normalement vous avez ici un petit outil qui apparaît, votre fenêtre qui apparaît. Allez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant de parler des layouts, on avait parlé notamment des barres de contrôle, notamment la barre de menu. Par exemple, ici, si vous venez, vous allez pouvoir mettre des choses. Voilà, regardez, je mets un e-commercial file. Vous voyez, ça me met en place le menu file, pourquoi pas. Je reviens ici, là, je tape new. Voilà, j'ai un menu new qui apparaît. Voilà, si je veux, j'ajoute un séparateur. Après, pourquoi pas un open, un save. Un petit séparateur supplémentaire, pourquoi pas après un exit ou un quit, comme vous voulez. Et donc voilà, on a déjà un menu qui commence à apparaître. Au pire des cas, ici, vous voyez, vous pouvez continuer comme ça autant que nécessaire. Bon, je ne veux pas trop me focaliser moi sur la barre de menu, mais quitte à avoir l'assistant sous les yeux, je vous faisais voir un petit peu comment mettre en œuvre ces éléments-là. Et à savoir, si vous vous rappelez bien du tuto dédié à ce sujet-là, ça définit une action. Et les actions peuvent être éditées à ce niveau-là sur l'explorateur qui est là, l'éditeur d'actions, en cliquant ici sur la barre du milieu. Au pire, là, vous pouvez agrandir un petit peu l'espace pour y voir un petit peu plus clair. Et donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour éditer vos différentes actions. Bon, allez, je mets ça de côté, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et pour le moment, moi, ce que je veux, c'est surtout vous parler des layouts. Je perds pas le fil, On en était à travailler sur ces histoires de layout. Vous vous rappelez, dans les précédentes vidéos, on avait d'abord commencé à travailler sur le QVBox Layout et le QHBox Layout. Ils sont gérés à ce niveau-là avec ces deux classes. Ici, vous avez le QGrid Layout et le QForm Layout qu'on vient de voir dans la vidéo précédente. Bon, quand on voit l'outil là tel quel, si on voulait mettre en œuvre la même interface graphique que ce qu'on avait pu faire précédemment, regardez, je vais repartir d'un exemple que j'ai en tête, on va repartir de ce qu'on a fait sur la vidéo précédente. Regardez, je prends mon QForm Layout là, et j'affiche cet exemple. Bon, imaginons, vous voulez remettre en place exactement cet écran-là. D'accord ? Bon, il nous faut le Form Layout en haut,
un stretch ici qui va pousser mes éléments, un hbox layout à ce niveau-là, et le tout intégré dans un qvbox layout. En tout cas, c'était exactement ce qu'on avait fait sur cette vidéo-là. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites, bon ben très bien, je pourrais pourquoi pas commencer à mettre mon qvbox layout, voilà, et puis après je commence à mettre des choses dedans, et puis après on règle les problématiques d'occupation de l'espace pour pouvoir mettre mon interface en œuvre. Alors vous pouvez faire ça. Il n'y a pas de contre-indication majeure. Regardez, je le fais, vous voyez, au fur et à mesure que je vais draguer des boutons, je remplis mon composant. Donc on pourrait travailler de cette technique-là. Mais il s'avère que quand vous avez beaucoup de composants graphiques, c'est un petit peu compliqué de tout faire de cette manière-là. Donc moi, j'aimerais vous proposer une autre façon de faire. Je vais supprimer tout ça. Voilà. Et on va commencer par disposer à vue, comme ça, très très rapidement, les différents widgets qui vont constituer mon interface graphique. Donc on avait dit, en haut, on veut les éléments qu'on va déployer dans un formulaire. D'accord ? J'y vais. Regardez, alors il faut descendre un petit peu, les différents widgets sont catégorisés. D'accord ? Là, il y a les display widgets. Tiens, ici, on retrouve un label. Pourquoi pas, ça ce serait mon label pour le login. Je prends un autre label. Ce serait mon label pour le password. J'en prends un troisième. Dans la démo précédente, je vous rappelle, on avait l'âge, je crois, aussi qui était affiché. Voilà. Imaginons qu'on veuille exactement faire ça. Bon, c'est parti, on commence à mettre nos labels. Très bien. Après, il nous faut les zones d'édition de texte. Vous voyez, la classe QLineEdit, elle est ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de QTextEdit. Si vous souhaitiez éditer plusieurs lignes de texte, vous avez les deux classes qui sont côte à côte. Mais nous, on va rester sur un QLineEdit. Voilà, et on avait dit l'âge, c'est un spinbox. Alors, il resterait à configurer tous ces widgets. Je verrai ça un petit peu après. Pour le moment, ce que je veux, c'est vous montrer comment je peux mettre tout ça dans un QForm Layout. D'accord ? Vous noterez, j'ai fait en sorte qu'il y ait plus ou moins un petit peu des chevauchements dans mes composants. Mais c'est vrai que c'est pas très bien aligné. Là, comme ça, vous pourriez dire, ouais, c'est pas chouette. Et au passage, tant qu'on y est, pour le moment, on est en positionnement fixe. Donc si je retaille la fenêtre, on s'en retrouve avec la discussion de ce qui se passe quand on fait cette géométrie, à savoir les composants ne bougent pas. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on aligne tout ça un petit peu mieux, et surtout qu'on le mette dans notre QForm Layout. L'idée, c'est surtout pas de le faire avec la souris à essayer d'aligner les éléments. Là, vous allez batailler pour rien. Ce que vous faites, c'est que vous posez à vue vos widgets, vous faites en sorte que ça ressemble grosso modo à peu près à ce qui vous intéresse, d'accord ? Et puis quand vous avez à peu près les composants qui vous intéressent, vous les sélectionnez tous comme je viens de le faire avec la souris. Et là, vous avez un assistant magique, bouton droit, mettre en page, et là, on retrouve nos stratégies de positionnement de widgets. Vous avez le QHbox Layout, le QVbox Layout, le QGrid Layout et le QForm Layout. Regardez, je dis que je veux mettre tout ça en page avec un QForm Layout, et vous avez vu, automatiquement, je me retrouve avec tous mes composants qui sont correctement assemblés. Personnellement, j'aime bien cette façon de faire. En tout cas, des fois, ça me permet d'aller plus vite. Je pose tout un petit peu à vue, puis après, je réintègre le tout. Regardez, je fais exactement la même chose pour la zone du bas. La zone du bas, on avait dit, je réaffiche la fenêtre, on avait dit qu'on voulait 2 boutons OK Cancel. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo qui discutait là sur le QHbox Layout, on a aussi la notion de stretch qui permet, c'est un petit ressort qui permet de pousser. D'accord ? Alors, il faut savoir que le stretch ici, il a un autre nom. C'est les horizontal spacers et les vertical spacers à ce niveau-là. D'accord ? Regardez, si je dis que je veux un petit ressort qui pousse vers la droite, puis 2 boutons pour OK et pour Cancel, encore une fois, même si ce n'est pas très net, j'ai posé un petit peu à vue mes composants. Une fois que je les ai posés, je les sélectionne. Je fais mon bouton droit avec la souris et je demande une mise en page de type horizontal. C'est gagné, j'ai maintenant mes différents boutons qui sont correctement alignés et vous voyez, ils s'ajusteront parce qu'ils seront poussés par le ressort vers la droite. Et dans le même ordre d'idée, ce que je peux faire, c'est mettre ici un vertical box layout, sélectionner tous ces éléments-là, et encore une fois, faire bouton droit. Oui, excusez-moi, pas vertical box layout, vertical spacer, mais voilà. Et tout ça, de l'intégrer, comme je vous disais, dans un
QVBox Layout, hein, un Vertical Box Layout. Et donc voilà, je commence à avoir tous mes widgets qui sont assemblés entre eux. Si jamais à un moment donné vous avez fait des bêtises, rien ne vous empêche de faire marche arrière. Alors vous pourriez faire CTRL Z, ça marcherait parfaitement. Une autre solution, ce serait de faire bouton droit, mise en page et casser la mise en page. Ça va casser un niveau. C'est-à-dire que j'ai pas cassé mon Hbox Layout et j'ai pas cassé mon Form Layout. Si je veux les casser, il faut que je rétablisse la même manip en faisant casser la mise en page ici. Bon, allez, je les réassemble et donc je remets mon QVBox Layout. Alors là, vous allez dire, c'est pas mal. On a notre assemblage de widgets, mais le souci, c'est que cet assemblage-là ne prend pas tout l'espace disponible au niveau de mon interface graphique. Alors là, il y a un espèce de workaround. En gros, il faut que ce layout-là devienne le layout de votre centrale Eurea, si vous vous rappelez bien les codes qu'on a pu voir dans les sections précédentes. Ici, le moyen le plus simple d'arriver à cette étape-là, avec le générateur en tout cas, c'est de cliquer dans la zone grise en dehors de l'assemblage de widgets. D'accord, je clique ici. Et là, vous pouvez faire un petit truc qui n'est pas complètement trivial au premier abord. Moi, la première fois où j'ai joué avec l'outil, je vais être franc avec vous, je l'ai cherché, cette manip-là. J'ai mis un petit moment, et c'était il y a bien longtemps. À l'époque, il n'y avait pas forcément plein de tutos sur tout ça, donc c'était pas évident. D'ailleurs, même pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à utiliser tout ça, c'était même pas en Python. À l'époque, je savais même pas que ça existait, mais j'ai commencé à travailler avec Qt à l'époque en C++. Bon. Digression close. Et donc, à ce niveau-là, il y a une petite astuce, c'est de dire, je vais mettre tout ça dans une grille. Et vous vous rappelez quand on a parlé du QGrid Layout, on avait dit que c'est quand on met les widgets à l'intérieur d'une grille qu'on spécifie les dimensions. Et c'est complètement dynamique. Comme là, je vais rien dire, entre guillemets, le simple fait de faire ça, ça va me créer une grille de une colonne et de une ligne. Et du coup, mon QVBox Layout va prendre tout l'espace disponible au sein de ma fenêtre. Alors, c'est pas complètement naturel la première fois, mais constatez que ça marche super bien. Et donc là, on vient de mettre en place, d'accord, notre assemblage de widgets au niveau de notre fenêtre. Allez, c'est pas mal. On va rester comme ça. Au pire des cas, toujours pareil. Si à tout moment vous revenez en arrière et que vous cassez les mises en page et ainsi de suite, on peut revenir à l'état précédent. Vous pouvez aussi faire CTRL-Z. Regardez, je le fais au moins une fois au clavier. Je fais CTRL-Z pour annuler. Vous voyez, je reviens à l'état précédent juste avant l'intégration de la grille au niveau de mon assemblage. Voilà. Et puis maintenant que mes layouts sont en place, rien ne vous empêcherait de continuer à remplir des choses. Regardez, là je pourrais reprendre un label, mais pourquoi j'aime pas le faire comme ça? Parce que là c'est tout bête, mais je ne sais pas si vous le voyez. Alors ça se joue à pas grand chose, mais quand je bouge ma souris, là, je suis vraiment au pixel près. Là, si je le mets ici, l'élément il a été ajouté à l'intérieur du VBox Layout. D'accord? Si je reviens et que je refais la manip, vous le voyez parce que l'épaisseur du trait n'est pas la même. Et si je la mets là, je ne sais pas si vous le voyez bouger, ça bouge. Là, je suis bien à l'intérieur de mon QForm Layout. Et donc là, je vais rajouter un label dans le QForm Layout. Et des fois, c'est tout bête, mais quand vous lâchez, la souris, elle bouge un petit peu. Et c'est toujours galère de travailler comme ça. C'est pour ça que moi, j'ai préféré le faire tout à l'heure en disposant, aller à vue, vite fait, mes éléments et en les assemblant après coup. C'est une technique en tout cas que j'aime bien. Bon, parfait à ce niveau-là, on a nos composants. Maintenant, l'idée ce serait de reprendre un petit peu tout ça et de changer pas mal de choses, notamment les libellés, les noms des composants et ainsi de suite. Donc pour ce faire, il suffit de sélectionner un widget. Sauf que, vous le comprenez bien, des fois ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que là, si j'y réfléchis bien, cette zone de texte, il est donc mon QForm Layout. Et mon QForm Layout est dans mon QVBox Layout. Si je veux juste sélectionner le QForm Layout, ça va encore être une fois au pixel près. C'est-à-dire que là, je vais cliquer sur le label. Si j'arrive à descendre là, c'est la zone de texte. Vous voyez, j'ai galéré encore. J'arrive même pas à voir le QForm Layout. Et là j'ai réussi à l'avoir. Mais vous voyez, c'est vraiment au pixel près. Et si j'avais cliqué en dehors, trop bas, dirons-nous, là j'ai sélectionné le QVBox Layout. Donc quand vous sélectionnez vos widgets, le mieux, c'est d'utiliser l'outil qui est ici. Là, on a un tree view qui affiche l'assemblage de vos composants sous forme d'une arborescence.
D'accord, vous retrouvez les éléments de la barre de menu, vous retrouvez le vertical box, le vertical layout vertical box layout qui contient le form layout et le horizontal layout. Et puis si je déroule ici, vous avez tous les éléments à l'intérieur de ce form layout. Et là, pour le coup, sélectionner le form layout, là c'est super facile. Donc si vous bataillez à gauche pour sélectionner un widget, surtout vous arrêtez, vous ne perdez pas trop de temps et vous venez plutôt travailler à ce niveau-là pour sélectionner le widget qui vous intéresse, quel que soit le widget considéré. Bon, très bien. Allez, je reprends mes labels. Et donc, maintenant que j'ai sélectionné mon widget, je vais pouvoir changer ses propriétés. Ici, au milieu, là, vous avez l'éditeur de propriétés. Alors, cet éditeur de propriétés, les propriétés, elles sont dispatchées dans différentes catégories. En vérité, ces catégories, elles correspondent aux classes dans les liens d'héritage que vous avez sur le widget considéré. Si je considère mon Q label, d'accord, il est là, mon Q label. Ce truc-là, il dérive de QFrame, qui dérive de QWidget, qui dérive de QObject. Et donc, par niveau de classe d'héritage, vous retrouvez les propriétés en question. Et donc, il faut avoir une petite intuition de la propriété que vous cherchez à configurer, où est-ce qu'elle est. Et en l'occurrence, ici, c'est sur le label à proprement parler que je vais retrouver notamment le texte. Après, elles ne sont pas toujours affichées dans l'ordre alphabétique, elles sont dans l'ordre les plus classiques. Et donc, effectivement, en règle générale, la première des choses qu'on veut changer sur un label, c'est son texte. Et donc, si je reviens ici et que je dis que ça, c'est le login, deux points, je viens de fixer ce texte-là. La règle est toujours la même. Rappelez-vous, c'est le label le plus grand qui va dimensionner la colonne pour toutes les étiquettes de votre champ. Ce qui veut dire que si ici je mets plein de moins, je redimensionne toute la colonne. Bon, là on avait dit que ça c'était pour l'âge, et puis on avait dit que ici c'était le mot de passe qui certainement sera la chaîne la plus grande. Donc password. Voilà. Si ici vous voulez changer cette valeur, c'est exactement la même technique. Là vous trouvez dans la hiérarchie la classe qui vous semble être la plus judicieuse pour avoir introduit cette information-là. Et donc là, c'est directement sur QSpinbox, je vais y arriver, que vous retrouvez la propriété value. D'accord, vous retrouvez le minimum, le maximum, vous voyez, vous pouvez tout changer. Dans l'exemple précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que l'âge maximal c'était 120 et on avait dit ici que la valeur par défaut, je crois, on la mettait à 25, si j'ai bonne mémoire. Bon, vous voyez, une fois que vous avez défini ces éléments-là, ces modifications, vous avez déjà quelque chose qui ressemble un petit peu mieux à ce que vous voulez. Dans le même ordre d'idée, ici je peux avoir mon bouton OK et mon bouton Cancel. Allez, c'est pas mal. Si on reprend l'exemple qu'on avait mis en œuvre précédemment, il y a quand même une petite nuance. C'est que là, on avait décidé, vous vous rappelez, de mettre les et commerciaux pour avoir le petit caractère souligné pour pouvoir, grâce au clavier, regardez, là, je fais Alt A, comme c'est le A de H qui est souligné, si je fais Alt A, vous voyez, j'ai mis le focus directement dans cette zone-là. Si je fais un Alt L, vous voyez, je remonte au niveau du login et vous avez la souris juste en dessous, vous avez vu, je n'ai pas cliqué sur l'élément, ça se fait automatiquement grâce aux séquences de touches. Parfait. Sur Windows, il se peut que, en fonction du thème que vous avez, du thème graphique de Qt, il se peut que les soulignés n'apparaissent pas systématiquement. Dans ce cas-là, vous appuyez sur Alt et vous verrez les soulignés apparaître. Et après, vous faites Alt L, Alt P ou Alt A pour choisir la zone de saisie. Et là, vous pourriez vous dire, allez, je vais faire pareil. Regardez, je reviens sur Âge. Et là, je viens ici et je vais mettre le et commercial. Là, vous avez une petite déconvenue. Alors, la petite déconvenue ici, elle est liée au fait qu'on ne travaille pas exactement de la même manière que tout à l'heure, que sur la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré que pour assembler mon form layout, on avait notamment utilisé, vous voyez, les appels aux méthodes addDraw à ce niveau-là. J'ai 3 appels à addDraw. Ici, ce que j'avais mis là, c'était une zone de texte. L'outil est ainsi fait pour que quand je mette une string à ce niveau-là, qu'il régénère le label automatiquement et qu'il fasse l'association entre le caractère en question et la zone de texte de l'autre côté.
Donc là, c'est magique, tout est fait. Mais en vérité, avec le designer, ce qu'on a fait, c'est pas tout à fait ça. On n'a pas mis une chaîne de caractères sur le premier paramètre, on a directement mis une instance de type QLabel. Et du coup, il fait plus exactement le même type de manipulation. D'accord ? Et pour le moment, notre label, il n'est pas associé à la zone de texte qui va à côté. Ce qui veut dire que là, pour le moment, vous voyez apparaître le e-commercial, il n'est pas surligné, souligné, et qui plus est, ça ne marchera pas. Vous pourrez essayer de faire Alt-L quand vous aurez au final l'interface graphique sous les yeux, vous constateriez que ça ne marche pas. Ça, pour pouvoir le contrôler, il faut aller gérer, alors je ne sais plus exactement où c'est, il faut que je le retrouve, mais il faut aller éditer les copains. Il y a un petit assistant pour pouvoir modifier les copains, c'est ici. Voilà. Alors c'est les buddies en anglais. D'accord, si vous avez l'outil en anglais, vous avez Edit Buddies. Et donc, les copains, c'est les paires de widgets à ce niveau-là. Et là, vous voyez, je peux mettre ce composant-là en lien avec celui-là. Et le simple fait d'avoir, avec la souris en drag and drop, lié les deux, vous avez vu, là, mon e-commercial, maintenant, il a pris la main et ça a marché. Si jamais vous travaillez avec ce générateur-là, il ne faut pas oublier d'éditer les copains. D'accord, et donc là, on est en mode édition des copains. Bon, je fais de même pour le password et je fais de même pour l'âge. Et vous avez les petites flèches ici qui apparaissent pour vous donner les liens. Quand vous avez fini d'éditer vos copains, vos buddies, vous recliquez à ce niveau-là et on est revenu en mode normal et classique. D'accord, mais cette fois-ci, le souligné, il a pris la main. D'accord. Ça aussi, la première fois que je suis tombé sur l'outil, j'ai mis un petit moment quand même à comprendre cette petite subtilité d'édition des copains. Bon, une fois qu'on sait le faire, après, il n'y a plus de souci, après on y arrive assez rapidement. Bon, comme tous mes copains sont maintenant associés, je peux reprendre tous mes labels et si je le souhaite, je peux mettre mon e-commercial dans les textes. Donc amusez-vous si vous le souhaitez à gérer ce genre de choses. Je vais y arriver, il faut que je descende un petit peu plus bas. Voilà. Encore un petit peu plus bas. Pourquoi j'ai pas mon texte ? Oui, j'ai dû changer. Voilà. Des fois, l'outil n'est pas toujours d'une ergonomie phénoménale. Et donc, des fois, on bataille un petit peu à trouver notre élément. Voilà. Ce qui s'était passé, je viens de comprendre, c'est que j'avais fermé, vous voyez, l'outil qui est là, et du coup, on ne voit plus les textes. Donc, il faut penser à les ouvrir. Et donc, par inadvertance, j'avais réduit le QLabel. Donc, ça y est, cette fois-ci, j'arrive à voir ma zone de texte. Je peux mettre mon e-commercial et je peux en faire de même pour l'âge. Allez, c'est parfait. Bon, voilà, je voulais vous montrer cette petite subtilité parce que si je ne vous l'avais pas montré, c'est pas évident à deviner. Et c'est vrai que quand on voit éditer les copains comme ça, on ne sait pas trop à quoi ça pourrait correspondre. Bon, c'est pas trop mal. Et puis, pour essayer maintenant d'utiliser ce code qu'on a généré, entre guillemets, alors vous allez voir que c'est pas si clair que ça, mais en tout cas, pour espérer utiliser ce qu'on a généré, il me resterait une dernière manip importante à mettre en œuvre. À un moment donné, il faut bien comprendre une chose. Vous allez devoir mettre du code dans votre interface pour pouvoir notamment gérer les événements. D'accord ? La gestion des événements, en général, elle ne se fait pas dans le designer parce que ça, c'est du code à proprement parler. Donc du coup, il va falloir à un moment donné que j'édite mes slots et que je les connecte sur mes signaux. D'accord ? Et pour ce faire, il faut quand même que j'arrive à savoir comment s'appelle chacun de mes composants graphiques, chacun de mes widgets au sein de l'interface pour que je puisse manipuler ça dans le programme. Par défaut, vous avez des noms qui sont posés comme ça, donc label, label 2, label 3, line edit. Je vous invite à changer les noms. Les noms que vous allez changer à ce niveau-là, ça va devenir les noms de vos attributs dans le code qui va être généré dans quelques minutes. D'accord ? Donc il faut y porter une attention toute particulière et puis il faut y mettre surtout des noms qui vous parlent pour qu'ensuite dans le code, ce soit simple à gérer. Et ça se passe où l'association du nom ? Ça se passe à ce niveau-là, dans les object names. D'accord ? Donc là, je suis sur mon label et si j'y réfléchis, en vérité, le label, je ne vais jamais le manipuler dans mon programme. Si vous êtes sûr de ça, si vous êtes certain que le label, vous ne le manipulerez pas, vous n'êtes pas obligé de le renommer. Dans ce cas-là, il aura un nom par défaut, mais comme ça n'apparaîtra pas dans votre programme, c'est pas si gênant que ça. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout la zone de texte. C'est tout bête, mais la zone de texte, à un moment donné, il faudra bien que j'aille récupérer l'information qui aura été saisie à ce niveau-là. Et donc, ça, il faut que je le nomme. Regardez, grosso modo, en grosse caricature, j'avais nommé mes widgets à ce niveau-là,
TXT Login, TXT Password et Spinner Edge, je vous propose de reprendre exactement les mêmes noms. Par contre, les labels, comme je ne souhaitais pas les manipuler, on les avait mis en dur dans le code et puis point barre. Si vous voulez, l'analogie, elle est à peu près similaire, c'est parce que ces labels, je ne vais pas les voir moi dans mon programme. Donc très bien, donc on sélectionne les 3 zones de saisie et vous changez l'object name. Donc là, on a proposé que ce soit TXT Login comme nom, allez-y. Vous faites pareil pour TXT Password. Et vous faites pareil au niveau du composant de saisie de l'âge. En vérité, il y a encore 2 autres widgets qui peuvent nous être utiles dans le programme. C'est OK et Cancel. Parce que certainement qu'on va associer des slots à ces deux widgets. Donc je fais de même. Et donc ici, je vais l'appeler BTN OK. Et puis pourquoi pas BTN Cancel. Voilà. Et puis en tout cas, pour la démo, le reste, je ne vais pas l'utiliser. Donc le reste, je ne me casse pas trop la tête et je laisse les noms qui étaient proposés. Si ça vous embête, vous nommez tout et vous mettez aux petits oignons tous les noms qui vous vont bien. Dans tous les cas, vous retrouvez ici vos différents widgets et cette fois-ci, on retrouve bien les noms des widgets tels qu'on les a nommés. Bon, on va dire, on est fin prêt à travailler avec cette fenêtre. Pour ce qui est du Qt Designer, je vais être franc, je vais m'arrêter là pour cette première démo. On continuera à travailler avec sur d'autres vidéos, mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter déjà sur ces premiers éléments, déjà essayer de jouer avec tout ça et éventuellement de refaire les manips qu'on avait pu faire. Allez, à la rigueur, je referai peut-être tout à l'heure une dernière manip sur une grille, juste pour vous montrer un exemple d'assemblage d'une grille. Voilà, mais je ne vais pas aller travailler sur les autres éléments de cet outil. Donc très bien, donc une fois qu'on a fini notre fenêtre, ce qu'il convient c'est d'enregistrer tout ça. Donc vous avez la petite disquette ici qui permet d'enregistrer votre fichier. Et en gros, contrairement à ce que vous auriez pu imaginer, on ne va pas générer un fichier .py. On va générer un fichier .ui. Qu'est-ce que c'est qu'un UI? On va voir ça dans quelques instants. D'accord? Ce fichier, c'est un fichier neutre. En gros, on va définir notre interface graphique dans autre chose que du Python. Pourquoi? Il y a une raison fondamentale. Je vous l'ai un petit peu sous-entendu, je crois, tout à l'heure, quand je parlais de C++. Mais effectivement, moi, j'ai commencé à travailler en Qt avec le langage C++. D'accord? Et donc, ils ont fait en sorte que cet outil, ce générateur, puisse être utilisé indépendamment du langage de programmation sur lequel vous allez travailler ensuite. Et donc, que vous fassiez du C++, que vous fassiez du Python, ou que vous utilisiez n'importe quel autre langage qui est supporté avec Qt, c'est le même outil de définition d'interface graphique que vous allez utiliser. Et lui, il est neutre parce qu'en vérité, il ne sait pas produire de Python. D'accord? Donc il va générer un fichier d'extension .ui. Allez, pour la petite histoire, c'est du XML. Je vais y revenir dans quelques instants. Et donc, il convient ici de mettre un nom à votre fenêtre. Allez, je vais l'appeler main window. Alors, je vais quand même vérifier mes noms. Ouais, j'avais quand même un main window. Donc, je vais l'appeler main window 2. Allez. .ui. Et puis, vous faites OK, entrée, et normalement, ça devrait enregistrer votre fichier. À ce moment-là, vous pouvez clore le Qt Designer. Si à un moment donné, vous voulez rajouter des éléments, des widgets au niveau de votre interface graphique, soyons clairs, il n'y a rien qui vous l'empêche. Vous relancez le PySide 6 Designer, vous venez ici faire ouvrir, vous localisez le .ui qui nous intéresse, et vous voyez, on retrouve notre interface graphique et on peut continuer à travailler avec. Et allez, petite goodies, tant qu'on y est, quand vous faites ça, ça bloque l'interface graphique. En tout cas, excusez-moi qu'on se comprenne bien, mais ça bloque cette interface graphique-là, à savoir le terminal qui est ici. Et tant que je n'ai pas fini de travailler avec, je ne peux plus rien taper ici. D'accord? Et ça peut être embêtant, parce qu'on va voir qu'on va avoir besoin d'un autre outil. Donc je vous propose une petite astuce. Si vous le souhaitez, vous pouvez soit sous Linux faire ça, et ça va lancer ce process mais en le détachant de mon terminal et donc je vais récupérer la main et donc ici je peux continuer à travailler. D'accord? Soit il y a une autre technique si vous êtes sur Windows, ça ressemble beaucoup mais c'est un petit peu différent dans la manière de faire, c'est Start et le nom de l'exécutable que vous voulez démarrer. Bon, ça c'est petite goodies au cas où.
Et pourquoi je vous propose de plutôt le lancer de cette manière-là? Parce que une fois qu'on a fait ça, l'autre outil dont on va avoir besoin, c'est le PySide 6-UIC. Alors c'est le User Interface Compiler. Donc on va chercher à compiler. Alors c'est pas vraiment de la compilation, c'est pas tout à fait le terme, mais on va chercher à traduire le contenu de ce fichier-là en code pour le langage de programmation que vous souhaitez utiliser. D'accord? Bon, nous, cet outil-là, c'est celui de PySide 6. Lui, il est prévu pour générer directement du Python. Mais après, si vous êtes en train de faire du C++, avec UIC, vous pouvez aussi générer du C++ directement. Voilà pourquoi on ne travaille pas directement sur le fichier. Et puis regardez juste pour faire une toute petite manip préalable, si là vous envoyez un éditeur quelconque, Notepad ou Gedit, ça dépend du système sur lequel vous êtes, et si vous ouvrez votre fichier mainwindow2.ui, voilà ce qui a été produit. Vous avez produit un gros fichier XML. Surtout, je vous encourage à ne pas modifier ce fichier en direct. Si jamais vous me cassez la structure de ce fichier, vous ne pourrez plus relancer le Qt Designer dessus et vous ne pourrez donc plus continuer à éditer ce document. D'accord? Donc on ne touche pas à ce fichier à la main. On passe systématiquement par le Qt Designer si on doit le modifier. Voilà. Et si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Je veux pas dans le chat, dans les messages YouTube, je veux pas de questions de genre comment je rétablis le bon format de mon fichier que j'ai cassé. Non, vous n'êtes pas censé avoir fait ça, donc je répondrai pas à ces questions. Allez, ceci ayant été dit, maintenant on va utiliser donc le fameux PySide 6 UIC pour produire du code Python. Comment ça marche? Vous mettez PySide 6 UIC, vous donnez le fichier UIC que vous voulez produire, que vous voulez traiter, fichier UI, autant pour moi, et regardez, ça vous a craché le code sur la console, et là vous avez votre programme, cette fois-ci en Python, là on reconnaît bien la syntaxe Python. Alors vous allez dire, c'est pas très pratique, parce que du coup je ne sais pas comment récupérer tout ça. Alors soit vous pouvez par exemple faire un -help et vous aurez les options et vous vous apercevrez sur les options de l'outil qu'on peut déjà avec le G ici choisir le langage de destination. Voilà. Vous pouvez aussi avec le -O dire qu'on veut mettre tout ça dans un fichier de sortie. D'accord? Donc dit autrement, vous pourriez faire ça. Il y a une autre solution que moi j'utilise plus classiquement, mais bon, c'est des histoires de point de vue, c'est de faire une redirection comme ça, et je mets le nom du fichier ici vers lequel je veux rediriger. Alors, la question étant, qu'est-ce que je vais mettre comme nom de fichier? Je ne vais pas mettre mainwindow2.py. Pour quelle raison? Parce que ce nom-là, je vais me le garder pour moi. D'accord? Et si je regarde le code qui a été produit, en vérité, la classe, elle s'appelle UI_mainWindow. D'accord, bon, j'aurais pu l'appeler autrement, j'aurais pu avoir UI mainWindow2, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a ici UI mainWindow. D'accord, ce nom-là, vous pouvez le changer directement dans le designer, au niveau de l'éditeur de propriété, au niveau de la fenêtre. Voilà. Et donc, du coup, comme ma classe, elle sera préfixée de UI à ce niveau-là, ce que vous pouvez envisager c'est de refaire à peu près la même chose ici. Allez, je vais l'appeler mainWindow2. Window2.py. Et le fait de l'avoir nommé de cette manière-là me permet de garder le nom mainwindow2.py de disponible pour moi. Bon, du coup, voici le fichier qui a été généré. Et si vous n'aimez pas cette caractère de redirection de flux, vous pouvez mettre l'option -O, on l'a vu il y a quelques instants, comme vous voulez. Et maintenant, on attaque la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est bien comprendre la nature de ce fichier. En gros, il y a un truc, c'est marqué en gros, voilà, il faut bien l'avoir compris. Ce que je veux que vous percutiez bien, c'est qu'il est hors de question de modifier ce fichier-là et de mettre les mains là-dedans. Alors déjà,
pour plein de raisons, mais déjà, notez que la qualité du code qui a été produite n'est pas phénoménale. Il a balancé tout le code dans un seul et unique constructeur, et donc ça peut vite devenir un petit peu lourdingue. Vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, moi je vous avais appris à éventuellement découper les codes. Regardez, je vais reprendre ce qu'on avait fait sur notre fenêtre principale. À l'époque, on avait mis nos barres de menu et je vous avais invité à me faire des méthodes dédiées et à ne pas avoir à ce niveau-là dans le constructeur, pourquoi pas 50 000 lignes de code. D'accord ? Donc ça, c'est ce que pourrait faire un humain s'il travaille sérieusement. Voilà. Sauf que là, nous, on n'a pas eu affaire à un humain, on a eu affaire à un générateur de code. Le générateur de code, dans cette méthode-là, il m'a tout balancé en vrac. Voilà. Donc comprenez que cette méthode-là peut juste être complètement immense. Si on avait fait quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus complexe, on pourrait imaginer avoir 50 000 lignes de code ici. Donc déjà, mettre les mains là-dedans, c'est pas une bonne idée. Mais qui plus est, de toute façon, si vous le faites, vous risquez énormément de problèmes. Pourquoi ? C'est marqué ici. Warning. Tout changement effectué dans ce fichier sera systématiquement écrasé si vous régénérez ce fichier avec UIC. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fichier-là, il est généré one shot, voilà, et vous n'êtes pas censé... Quoi, one shot ? Il est généré directement avec l'outil et vous n'êtes pas censé travailler dessus. Si vous travaillez dessus, si vous devez à un moment donné faire une modification de votre interface graphique au niveau de Qt Designer, il faudra reproduire le code et lorsqu'on va relancer UIC, il va écraser tous les changements que vous auriez pu effectuer ici. Donc ce fichier-là, il n'est pas pour vous. Notez que c'est bien pour ça que je voulais me garder mon mainwindow2.py, c'était pas pour rien, c'était pour ma partie de code qui est à moi. D'accord ? Donc déjà, ne modifiez jamais ce fichier. Et de toute façon, il n'était même pas très très propre, donc voilà, on n'a pas envie de mettre les mains là-dedans, et surtout, il ne faut pas le faire. Et vous allez me dire, oui, ok, mais alors comment on fait pour utiliser ce truc-là ? En plus de ça, regardez, il y avait d'autres aspects que vous aviez peut-être pas vus, je ne sais pas, ou peut-être que vous avez vu, si vous avez vu, félicitations, mais on est très loin d'avoir une fenêtre ici. Pour rappel, quand on a une vraie classe de fenêtre, on dérive de qui ? On dérive de QMainWindow. Là, j'ai une fenêtre, par héritage. Sauf que là, on dérive de Object. Donc en gros, cette classe, c'est tout ce que vous voulez, sauf une classe d'interface graphique. Ce n'est pas un composant graphique, et en aucun cas une fenêtre. Qui plus est, ici, ce n'est pas le constructeur de ma classe, c'est une méthode qui s'appelle setUpUI. Si vous cherchez là-dedans, il n'y a personne qui invoque setUpUI. Donc en gros, c'est si je démarre ce truc-là, de toute façon, j'ai même pas d'affichage. Regardez, à la rigueur, vous pouvez essayer. Vous faites Run, et grosso modo, voilà, le programme, il rend la main, il n'a rien fait. Il avait défini une classe, et cette classe n'a jamais été utilisée. Donc ok, mais alors, à quoi ça sert ? Comment on s'en sert ? En vérité, c'est très simple. Et en vérité, c'est super intelligent ce qu'ils ont fait. Je trouve que la technique, l'approche qu'ils ont retenue est vraiment brillante. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de séparer la partie de code qui est de la responsabilité du designer de la partie de code qui est de votre responsabilité à vous. Et chacun a sa partie de code et chacun travaille dans son coin sans altérer les codes de l'autre. D'accord ? Donc ici, en vérité, on n'est pas chez nous, on est dans le code qui est relatif au générateur et on ne doit en aucun cas travailler à ce niveau-là. Donc j'ai presque envie de dire, ce fichier, je le prends et je le ferme et point barre. Et alors, qu'est-ce que je vais faire ? Regardez, je repars là de mon starter, je copie ça et je vais l'appeler mainwindow2.py. Qu'est-ce que j'ai dans ce fichier ? J'ai mes imports. Très bien. Ensuite, on a notre fenêtre graphique. Voilà, j'y mets un titre, pourquoi pas. Si vous n'avez pas changé le titre au niveau du générateur, vous pouvez le changer ici. Là, je ne l'avais pas fait, donc je vais mettre utilisation du Qt Designer. Voilà. On donne une certaine taille à notre fenêtre et puis on démarre notre interface graphique. Donc pour le moment, j'ai une simple fenêtre graphique. Cet exemple de code, vous l'avez vu un grand nombre de fois maintenant au travers des précédentes vidéos, on le connaît par cœur. Pour le moment, on a une fenêtre vide. J'ai ma fenêtre, cette fois-ci j'ai vraiment une fenêtre. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une instance de type QMainWindow, donc c'est bien un élément graphique. À côté de ça, j'ai le code qui a été généré par le designer. Comment je fais le lien entre tout ça ? En vérité, c'est super méga simple. Et on va travailler en faisant un coup d'héritage multiple. C'est-à-dire qu'on va dériver de QMainWindow, mais je vais aussi dériver de UI MainWindow. D'accord ? Alors vous allez me dire d'où vient cette classe-là ? UI MainWindow, elle est là.
elle est chargée dans UI main window 2, hein, donc il faut qu'on importe le code qui va bien. Donc on y va. Oups là. J'importe le fichier qui correspond à la partie de code auto-généré. Et donc du coup, grâce à cet héritage multiple, je suis une fenêtre au sens strict du terme, et qui plus est, je viens d'hériter de tout ce qu'il y avait là-dedans. Et qu'est-ce qu'on avait là-dedans? On avait notamment cette méthode setupUI. Maintenant, elle est mienne. C'est-à-dire que si je fais self.setupUI, je peux invoquer cette méthode-là. D'accord. Notez que cette méthode nécessite, même si self ce serait la fenêtre courante, hein, ça nécessite quand même de repasser l'objet de fenêtre en paramètre. Donc très bien. Et donc là pour le moment je ne l'invoque pas. C'est pas le fait d'avoir fait ça qui a fait grand chose. Hein. Pour le moment on n'a rien. D'accord. Ce qu'il faut maintenant c'est injecter dans mon instance de fenêtre à moi tout ce qu'il y avait là-dedans. C'est là qu'intervient cette fameuse méthode. Si là je fais un self.setupUI et si j'y rebalance self en paramètre, on le sait, on vient de le voir, il a besoin quand même de reprendre la fenêtre à ce niveau-là. On fait confiance au système. Voilà. Regardez. Oh, tiens, je retrouve tous les éléments de mon interface graphique. Magique. Et donc, on vient de lier les deux parties de code. D'accord. Du coup, regardez bien votre code à vous, le code qui est de votre responsabilité. Moi, je trouve que c'est génial. Il ne reste plus que, grosso modo, la déclaration de la fenêtre. Tout le code relatif à l'assemblage de tous les widgets. Ça, c'est sorti de ce fichier-là. D'accord. Et puis, il nous reste le démarrage de notre application graphique. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici, nous? En vérité, nous, on va mettre plus que nos gestionnaires d'événements. On va faire un truc très simple. On va faire un exemple assez basique. Quand on va cliquer sur le bouton OK, je veux afficher avec un print sur la console ce qui aura été saisi, à savoir le login, le mot de passe et l'âge de la personne qui cherche à se connecter. Voilà notre petit scénario. Si on cherche à faire ça, du coup, les choses maintenant sont très simples. Il suffit plus que d'accrocher notre slot sur le signal et de coder notre slot. D'accord. On est parti. Là où c'est magique, c'est que quand on a fait ça, il s'est débrouillé le système d'accrocher à self tous les widgets qu'on a instanciés sous forme d'attributs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais btn OK, tiens, il le connaît. D'accord. Le btn OK qui est là, c'est le nom que vous aviez tout à l'heure dans le générateur, hein, quand vous aviez nommé le composant. Regardez, je relance mon Qt Designer. Allez, tiens, pourquoi pas comme ça. Voilà, je recharge mon fichier, à savoir le fichier qui est ici. Et donc, si je reprends la zone qui est là, on a bien le txt login qui est ici. Le txt login que j'ai nommé là, c'est devenu... excusez-moi, c'est pas le txt login. Autant pour moi, c'est le bouton qui est ici. Le bouton qui est ici est devenu l'attribut qui est là. Mais pareil pour tous les autres. Hein. Donc, du coup... là, je peux retrouver le signal clicked, ça vous vous en souvenez, on en avait parlé dans les précédentes vidéos, c'est l'événement qu'en gros le bouton va pouvoir déclencher, et à cet événement-là, je vais connecter mon gestionnaire d'événements. Et n'oubliez pas qu'en Qt, un gestionnaire d'événements, on appelle ça un slot. Je vous ramène sur les précédentes vidéos pour de plus amples informations sur ces sujets-là. Mon slot, ça va être self.btnOkClicked. Allez, pourquoi pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne reste plus qu'à faire? Il ne reste plus qu'à coder cette méthode. Regardez, là, vous pouvez utiliser l'assistant. Ah mince, ça l'a pas fait. Je ne sais pas ce que ça a fait. Bon, ce que je voulais, c'est... Oui, ça l'a créé ici, n'importe quoi. Ce que je voulais, c'était que ce soit la méthode à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave. Def btn OK clicked. Voilà. Et n'oubliez pas que quand on crée un slot, on aime bien, au niveau de Qt, marquer, même si vous ne mettez pas cette chose-là, ça marchera quand même parfaitement, donc ce n'est pas complètement obligatoire, mais on aime bien rappeler que que btn OkClicked, c'est un gestionnaire d'événements, c'est un décorateur, on appelle ça un décorateur en Python, c'est un marqueur qui nous donne une information complémentaire. Bon, très bien. Et donc ce décorateur ayant été rajouté, il ne nous reste plus qu'à faire ce qu'on a à faire. Alors là, vous imaginez les codes aussi complexes que nécessaire. Nous, pour la démo, on va faire quelque chose de somme toute vraiment très basique. Je vais simplement faire un print. Et dans tous les cas, si je reviens sur self, j'ai ma fenêtre. Vous voyez ici, on retrouve tout ce qui a été assemblé, et notamment mon txt login. Attention, self.txt login, c'est le widget. Maintenant, si je veux la zone de texte à l'intérieur du widget, vous le savez, il me suffit de faire un point texte dessus et je récupère ma zone de texte.
Ici, je fais un self.txtPassword et je vais récupérer son texte aussi. Et puis, je vais sur mon spinner pour l'âge aller récupérer, alors cette fois-ci, la valeur numérique qui est saisie dedans. C'est plus du texte. Bon, ben regardez, je prends cette démo, je la relance et je teste ce que je viens de faire. Je sais pas, vous mettez bien ce que vous voulez. Allez, c'est Bond, le login et mot de passe 007. Ah, j'ai oublié ici de changer le Echo Mode. C'est très bien d'ailleurs. Ce qui vient de m'arriver, c'est parfait. J'ai oublié de faire une manip, mais c'est très très bien. Comme ça va vous montrer comment on fait pour mettre à jour tout ça. Dans tous les cas, j'ai saisi, je sais pas, il y a 40 ans, James Bond, pourquoi pas. Vous cliquez sur OK. Bah, vous avez bien ici notre gestionnaire d'événements qui a récupéré la main. Et donc, arrivé à ce stade-là, moi, je trouve ça vraiment génial. Il ne reste plus dans cette partie de code que ce qui m'appartient à moi, à savoir, la plupart du temps, mes slots, mes gestionnaires d'événements. Tout le reste, on l'a sorti de là, et ça permet d'avoir un code qui est simple, concis et maintenable. Et tout le reste, tout l'assemblage, ça, on a déporté ça au niveau du Qt Designer. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai convaincu de la démo, mais on peut peut-être arriver à des résultats intéressants avec ça. Alors, je reviens là sur mon histoire d'éco-mode que j'ai oublié de changer au niveau de ma zone de texte. Vous avez testé votre application, ça marche plutôt pas mal, mais vous vous apercevez qu'il y a quelques derniers ajustements à faire. Pas de problème. Vous revenez ici, vous redémarrez le designer, alors je crois que je l'ai encore, oui. Voilà. Vous redémarrez le designer. Voilà, et vous localisez les éléments sur lesquels vous souhaitez faire vos modifications. Là, je reviens sur ma zone de texte. Voilà, QLine Edit. Tiens, là, il y a le Echo Mode. Je ne veux pas être normal, je ne veux pas être une zone de texte, je veux être une zone de texte d'édition de mot de passe. Bon, là, je viens de modifier mon fichier. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant pour tenir compte de cette modification ? Vous l'aurez compris. 1, je sauvegarde. Donc, c'est bon. Le fichier UI, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez, je fais un changement quelconque. Voilà. Il y a la petite étoile qui apparaît ici. Si je reviens donc en password, le fichier a été modifié. Donc CTRL S, et donc vous avez enregistré le fichier. Au pire, vous cliquez sur la disquette. Et puis, pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que simplement j'ai modifié mon point UI. Donc, étape suivante, ce qu'il faut, c'est régénérer. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Il faut régénérer ici. Voilà, il faut être dans la bonne fenêtre. Ah, purée. On va y arriver. Donc, il faut régénérer le code. Et donc, vous relancez UIC, le User Interface Compiler. Et donc, vous régénérez votre UI Main Window 2. Voilà. Maintenant que ça a été fait, vous relancez le programme. Normalement, vous avez la modification qui a été prise en charge. D'accord. Et donc à partir de là, maintenant, vous pouvez continuer à faire évoluer votre design graphique en rajoutant tout ce qui pourrait vous passer par la tête. À chaque fois, il faudra enregistrer le fichier UI, régénérer le fichier PY associé et éventuellement mettre à jour votre code si vous devez rajouter, pourquoi pas, de nouveaux gestionnaires d'événements ou autres. Voilà. Bon, j'espère qu'à ce stade, déjà, vous vous dites, ouais, c'est pas mal ce petit outil, ça va me permettre d'être efficace et de produire mes interfaces graphiques assez rapidement. Alors, oui, mais je rajouterai 2 dernières petites discussions. La plus importante, c'est à savoir, est-ce que c'est bien d'utiliser un générateur de code ? Alors là, je vais être franc avec vous. Je ne vais pas forcément prendre de position sur le sujet. Voilà. Mais sachez que certains développeurs sont fans de cet outil-là, de ces outils, et disent qu'un générateur d'interface graphique, c'est un outil de productivité et qu'il serait bien dommage de passer à côté. Ça nous permet d'être plus efficaces dans nos métiers respectifs et donc d'aller très très vite sur la production de nos interfaces graphiques. Je l'entends. C'est un point de vue qui se défend et il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il y a d'autres informaticiens qui disent « Ouais, c'est bien, mais moi j'aime pas trop les codes qui sont produits, je préfère bien maîtriser tout ce qui est fait parce que ça me permettra dans tous les cas de toujours pouvoir reprendre la main si jamais c'est nécessaire. Et donc à cause de ça, je préfère ne pas utiliser de générateur et je préfère tout coder à la main. » C'est une autre discussion, elle se tient aussi. D'accord ? Personnellement, moi je suis plutôt adepte de je maîtrise mon code de A à Z. Mais c'est peut-être un petit peu dommage aussi.
Ça me donne peut-être l'impression de mieux maîtriser les choses, ça me donne l'impression d'être un meilleur informaticien si je fais tout à la main, mais je ne suis pas toujours convaincu que ce soit parfaitement utile. Voilà. Les situations où reprendre la main sur le code qui a été généré s'avère utile, elles sont extrêmement rares. C'est peut-être... allez, je donne des chiffres complètement arbitraires, c'est peut-être faux, mais allez, peut-être une fois sur 100 ou une fois tous les 200, toutes les 200 interfaces. Donc du coup, pour certains, ça tient pas et on se dit, non, on utilise le générateur et on est efficace. Bon, je vous laisserai vous faire votre propre opinion. D'ailleurs, il y a plein de discussions sur Internet, il y a plein de vidéos qui débattent de ce sujet-là. Je vous conseille d'aller voir les points de vue de quelques autres personnes pour vous forger votre propre opinion. Et puis surtout, je vous invite à tester tout ça dans les deux cas, avec ou sans générateur d'interface graphique, et puis à vous forger votre propre opinion à vous. Voilà, donc ça c'était un premier point que je voulais discuter avec vous. Et puis il y a un deuxième petit point. En gros, ce petit point il m'embête un petit peu parce que c'est très ponctuel et que peut-être personne d'entre vous n'aura à gérer ce souci-là. Mais actuellement, sous Windows, il y a un petit défaut sur l'utilisation de l'outil UIC. Alors, c'est pas bien méchant, vous vous en sortez très très rapidement. Mais en gros, quand vous regardez le fichier UI qui a été généré, normalement, ça doit être un fichier en UTF-8. Vous voyez ici... non, c'est pas celui-là, excusez-moi. Autant pour moi, c'est lui que je veux. C'est lui, voilà. Normalement, ça doit être un fichier UTF-8. Et sur Windows, actuellement, au moment où j'ai fait cette vidéo, quand vous ouvrez ce fichier-là, il se peut que là, vous ayez de l'UTF-16 avec une petite variation de UTF-16. Vous verrez, vous n'aurez pas UTF-8 à ce niveau-là. D'accord. Si jamais ici il n'y a pas marqué UTF-8, il faut savoir que ça ne va pas démarrer. C'est-à-dire que si vous essayez de démarrer le truc, ça va planter et il va vous dire qu'il n'est pas d'accord sur l'encodage utilisé. Ceux qui, par malchance, auraient cet aspect-là, ce que vous faites, c'est que simplement vous prenez un notepad, si vous êtes sur Windows, vous éditez ce fichier et dans Notepad, vous pouvez faire enregistrer sous et au moment où vous faites Save As ou enregistrer sous, vous avez la possibilité de changer l'encodage. Là, vous dites non, c'est de l'UTF-8 et vous réencodez votre fichier en UTF-8. D'accord. Avant ça, il n'y avait pas ce bug-là. Pour moi, c'est un bug. J'appelle ça un bug. Voilà. J'espère que d'ici peu, ce sera réglé et qu'on n'en discutera plus. Voilà. Mais au cas où, en attendant, certains d'entre vous avaient des petites difficultés sur Windows, je vous dis, le workaround, c'est vous prenez Notepad et vous réenregistrez le fichier avec le bon encodage. Voilà. Dès lors que vous aurez votre fichier en UTF-8, normalement, après, ça marche bien et vous pouvez démarrer tout ça. Bon, ça, c'était une petite digression, voilà, en espérant que vous l'ayez plu et que, de nouveau, le fichier génère directement de l'UTF-8. Voilà. Bon, voilà qui clôt cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie d'utiliser l'outil. Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la repartager, à la commenter et ainsi de suite. Toute aide est la bienvenue, ça me permet de me faire connaître et ça permet de diffuser tout ça. Et puis je vous dis à très très vite pour le prochain tuto Qt PySide 6. Voilà, merci de votre attention, à bientôt.